Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 17 décembre 2020. Une édition, encore une fois, chargée aujourd'hui. Je vais essayer de vous rendre ça de façon cohérente et structurée. Donc, on va parler premièrement de l'état d'urgence qui est invoqué par notamment Sidney Powell et Mike Flynn. On demande au président Trump d'invoquer l'ordre exécutif signé en 2018 parce que la sécurité stratégique informationnelle des États-Unis a été compromise, notamment lors de l'élection, mais pas que. Il y a depuis de plus en plus d'attaques cybernétiques de la part d'acteurs hostiles qui se produisent contre les infrastructures informationnelles des institutions américaines. On va voir ça dans le Web Journal aujourd'hui. Toujours dans le dossier Sidney Powell, elle a finalement déposé une plainte à la Cour suprême. Mais ça s'inscrit dans le cadre d'attaques cinglantes de la part de l'avocat de Donald Trump, Lin Wood, contre le juge en chef de la Cour suprême, le juge Roberts, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. On avait dit que le juge Roberts s'était apparemment trouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein. Et là, Lin Wood va beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, il met en cause les institutions, la Cour suprême. Si ce que, on va le voir, mais si ce que Lin Wood affirme est vrai, on parle de sédition, de conspiration de la part d'un juge, le juge en chef de la Cour suprême. Donc, il semble ici, là, en tout cas, on va y arriver, mais je veux dire, c'est une attaque... en plus d'avoir démontré la corruption du département de la justice et des agences de renseignement, le FBI, la CIA, etc., en plus d'avoir démontré la fraude dans le processus électoral, Donald Trump semble vouloir montrer aussi que la corruption remonte jusqu'au sommet de l'État, à la Cour suprême. Voilà, donc... quand on dit ça va être biblique, là, I'm going to bring the whole corrupt structure down, ben c'est ça, là, je vais faire s'effondrer toute la structure pourrie. Mais c'est l'ensemble des institutions américaines qui sont pourries, corrompues, infiltrées de traîtres, etc. C'est ce qui est en train d'être démontré depuis l'élection. Alors, on va voir aussi qu'il y a, finalement, c'est ça, le rapport de l'Office of the Director of National Intelligence, le rapport Radcliffe qui était censé tomber ce vendredi, demain, à l'heure où on enregistre, va être repoussé finalement, probablement à cause de toutes ces attaques informatiques qui ont lieu, qui prennent place ou qui ont pris place depuis l'élection du 3 novembre. Alors, Radcliffe qui veut peut-être retenir son rapport pour inclure plus d'informations sur les attaques cybernétiques dont sont la victime les États-Unis. On va parler aussi des changements au sein du département de la justice. Donald Trump qui opère avec William Barr, qui remplace William Barr par Harry Rosen et Richard Donoghue. Donc, qui opère avec William Barr exactement comme il a opéré avec Jeff Sessions. C'est ce qu'on appelle le modèle Scaramucci. On en a parlé dans Trumpologie 103. Je vais vous faire écouter le petit clip où est-ce qu'on en parle. Et aussi, bonne nouvelle, des pédophiles présumés. Ça bouge au niveau des arrestations là, des réseaux pédophiles. Donc, les pédophiles présumés, Nygaard et Brunel, arrêtés depuis quelques jours. Je pense que Brunel, c'est sorti aujourd'hui. Nygaard, c'est il y a 3-4 jours. Alors, voilà, donc, on va commencer avec ça ici. Sidney Powell qui dépose finalement un recours à la Cour suprême, Breaking Supreme Court, the Kraken has hit the Scottish docket. Alors, elle a déposé la preuve de centaines de milliers de faux bulletins de vote et des irrégularités majeures dans les machines de vote Dominion. Sidney Powell, ici, on indique... Oups. Donc, la poursuite, donc, et ce qu'il y a de plus solide jusqu'à maintenant au sujet de la fraude électorale, elle contient des informations légales, des audits judiciaires, notamment au Michigan, qui prouvent une fraude électorale systématique qui aurait été perpétrée à travers les machines de vote Dominion. Elle montre aussi, comme preuve, 200 000 bulletins de vote frauduleux déposés lors de l'élection. Elle montre aussi que les machines de vote Dominion sont incapables, lorsqu'on
réinsère dans les machines de vote Dominion les mêmes bulletins de vote, on arrive toujours à des résultats différents. C'est-à-dire que la machine ne fait pas juste lire les bulletins de vote, elle a sa propre volonté. On n'est pas capable de reproduire systématiquement le même résultat avec les mêmes bulletins. La machine s'emballe. Voilà. Alors, donc, ça s'est déposé devant la Cour suprême, mais en même temps que Sidney Powell dépose devant la Cour suprême, cette requête à la Cour suprême, il y a l'avocat de Donald Trump, Lin Wood, qui s'est laissé aller dans une tirade aujourd'hui contre le juge en chef, le juge Roberts. Essentiellement, il l'accuse de trahison, advocating overthrow of the government, donc faire la promotion du renversement du gouvernement légal des États-Unis. On parle d'un juge en chef de la Cour suprême. Pouvez-vous imaginer l'ampleur des accusations? Donc, il dit ici, dans une série de tweets plus tôt aujourd'hui, il dit « Ceci est peut-être le tweet le plus important de ma vie. Le juge en chef de la Cour suprême, Roberts, est corrompu et devrait démissionner immédiatement. Le juge aussi de la Cour suprême, Stephen Breyer, aussi devrait démissionner immédiatement. Ce sont pas des personnes objectives, ce sont ce qu'on appelle des anti-Trumpers, des gens qui ne veulent rien savoir de Donald Trump, motivés politiquement, là, et qui vont tout faire en sorte pour empêcher le public de savoir qu'il y a eu de la fraude électorale. Il continue. Et là c'est ça l'argument béton. Ben, c'est pas un argument, mais je veux dire, c'est la révélation béton. Il parle d'une conversation téléphonique qui aurait pris place en août 2019 entre le juge en chef Roberts et un autre juge, et le juge justement Stephen Breyer. Et il dit que le juge en chef Robert aurait dit « Cet enfant de chienne, je vais faire en sorte que cet enfant de chienne, Trump, ne soit jamais réélu. » Alors, est-ce que Lin Wood c'est des accusations tellement graves, est-ce que Lin Wood a un enregistrement téléphonique, a la version électronique de cette conversation, si c'est avéré évidemment que le juge en chef Roberts doit démissionner? Donc, il dit qu'il a un enregistrement, il doit avoir un enregistrement, il parle d'une conversation téléphonique où on dit « Cet enfant de chienne, je vais faire en sorte que cet enfant de chienne ne soit jamais réélu » en parlant de Trump. Alors, il continue dans les tweets, il dit de la corruption et de la malversation ont atteint les plus hauts échelons de la Cour suprême des États-Unis. C'est un jour sombre pour notre pays. Il dit aussi que le juge en chef, Roberts, est celui qui a fait en sorte que la poursuite du Texas n'a pas fonctionné. Et il termine encore une fois en disant que le juge Robert était probablement celui qui s'était trouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein. On parle du juge en chef de la Cour suprême. Il a fait d'autres allégations un petit peu plus tôt cette semaine. Il dit que le gouverneur de la Géorgie qui a refusé qui a finalement certifié l'élection malgré toutes les preuves de fraude, va se retrouver en prison. Il dit qu'il va se retrouver en prison. Et Donald Trump a retweeté ces propos de Lin Wood qui va très fort. Alors, donc c'est ça, ça bouge au niveau de la Cour suprême. Sidney Powell qui dépose son recours et Lin Wood qui fait des accusations très, très graves. Tout ça se déploie sur le fond d'attaques massives, sans précédent sur l'infrastructure informationnelle des États-Unis, donc des menaces diverses à la sécurité stratégique informationnelle des États-Unis. Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a des pirates, des hackers, notamment de la Chine, de la Russie et de l'Iran, qui attaquent de façon systématique le réseau cybernétique américain, là, les infrastructures informationnelles américaines. Et là, évidemment, on pourrait se demander pourquoi la Russie ferait ça. Pourquoi, la Chine, les gens pourraient comprendre, mais la Russie, Poutine qui est un allié de Trump, et Trump qui a essentiellement fait la paix avec l'Iran l'année dernière. J'en ai parlé dans plusieurs webjournaux. Donc, c'est comme si les pays... Vous comprenez un peu ma position là-dessus. Moi, encore une fois, je ne devrais pas dire ça en ondes. Mais je pense que tout ça, évidemment, favorise Donald Trump. Ces attaques-là lui donnent la justification de déclencher l'état d'urgence. Vous comprenez?
C'est comme s'il s'était accoquiné avec les pays avec lesquels il avait fait des alliances à travers son mandat 2017, 2018, 2019 pour qu'il lance des attaques sans précédent sur le réseau informationnel américain en laissant bien toutes leurs empreintes digitales afin de se faire attraper. Attaquer cybernétiquement la plus grosse puissance informatique du monde. Vous comprenez que c'est comme la cavalerie polonaise là, qui attaquait les tanks allemands en 2030, je ne sais pas en 2000, mais en 1939. Personne ne voudrait attaquer informationnellement les États-Unis, si ce n'est que pour se faire attraper. C'est comme si on fait le vol de la Joconde et qu'on laisse la canette de Coke juste à côté et avec les empreintes digitales dessus. Ça permet de déclencher une enquête sans précédent, vous comprenez, en accusant quelqu'un et en... Donc, jeu d'ombre et de lumière. Donc ici, la Maison-Blanche confirme que des cyberattaques ont eu lieu sur le département du Trésor américain. Ici, du personnel, des US officials scrambled to deal with suspicion Russian hack of government agencies. Pourquoi on voudrait lancer une attaque cybernétique après une élection comme ça, alors que ça donne à Trump tous les moyens, toutes les justifications de déclencher l'ordre exécutif de 2018? Comprenez que si c'était juste, si Trump avait perdu, puis c'était juste, par exemple, de la fraude électorale, on pourrait dire c'est un mauvais perdant, il veut déclencher son ordre exécutif parce qu'il n'accepte pas la défaite. Oui, il y a eu de la fraude, mais là, il sort un canon pour tuer une mouche. Là, ce que ça fait, ces attaques cybernétiques-là, c'est que ça montre que l'infrastructure stratégique informationnelle du pays est réellement en danger. Et ça lui donne d'autant plus de justification de déclencher cet ordre exécutif-là. Comme le lui demandent Sidney Powell et Mike Flynn. Je vous fais écouter justement où est-ce que je l'ai mis. Je pense qu'on va faire ça comme ça ici. Ah, je l'ai, ouais. In recent interviews, both lawyer Sidney Powell and General Michael Flynn advised President Trump to immediately trigger the executive order he signed in 2018 on foreign election interference. The executive order requires the Director of National Intelligence, DNI, to provide reports on foreign government interference within 45 days of the election. In an interview with the Epoch Times, prominent American lawyer Sidney Powell highlighted evidence of foreign interference in the 2020 U.S. presidential election. Donc, et Powell et Flynn demandent à Trump d'invoquer l'ordre exécutif de 2018. Et là, elle montre, Sidney Powell dit qu'il y a des preuves irréfutables de fraude électorale et d'implication de puissances étrangères dans le processus électoral. Ça fait à peu près un mois qu'on vous en parle à Radio-Québec. Et donc, ça donne la justification au président Trump pour invoquer l'ordre exécutif qui permet de plein de choses dont on a parlé, c'est-à-dire geler des avoirs, bloquer des transactions et déclencher aussi des opérations de cyberguerre sans précédent. That President Trump could trigger his 2018 executive order on foreign election interference. Of foreign interference in the election, it's more than sufficient to trigger the president's executive order from 2018 that gives him all kinds of power to do everything from seize assets to freeze things, demand the impoundment of the machines. I think under the emergency powers, he could even appoint a special prosecutor to look into this, which is exactly what needs to happen. Donc, elle demande aussi, elle dit que l'ordre exécutif lui permet de nommer un procureur spécial pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la fraude électorale. Voilà, donc, tout ça est rendu possible ou est facilité notamment par les attaques qui ont pris place depuis l'élection. Ça rend la menace encore plus crédible et c'est pas juste une question d'avoir perdu l'élection. La menace est réelle. C'est clear and present danger. Voilà. Alors, là, maintenant, on était censé, avant de déclencher cet ordre exécutif-là, demande au gouverneur, pas au gouverneur, mais au Director of National Intelligence, John Ratcliffe, de déposer un rapport. On attendait ce rapport demain. Ce rapport ne sera pas déposé parce qu'il le repousse. Je vous montre l'endroit où est-ce que la journaliste dit qu'il le repousse probablement au début janvier, mais que, selon ses sources à elle, le rapport va montrer qu'il y a bel et bien eu ingérence de puissances étrangères dans le processus électoral. Alors, c'est Catherine Herridge de CBS.
What did Ratcliffe say about election fraud and interference? Well, DNI Ratcliffe leads the 17 intelligence agencies, and he has access to the most highly classified information that is held by the U.S. government. And he told CBS. Donc, Ratcliffe qui a accès au meilleur niveau, au plus haut niveau d'information du gouvernement américain, il a dit à CBS News that there was foreign election interference by China, Iran, and Russia in November of this year, and he is anticipating a public report on those findings in January. Donc, en janvier, Ratcliffe qui confirme à CBS qu'il y a eu de l'ingérence étrangère dans l'élection de 2020. Donc, il confirme ce que le général Flynn, le général McInerney et Sidney Powell ont déjà dit. Les clips, on vous les a montrés dans les précédents webjournaux, que la Chine, l'Iran et la Russie, notamment, se sont mêlés de l'élection. Je répète encore une fois, pensez-y bien comme il faut. Pourquoi Vladimir Poutine, qui est un allié de Trump, qui a déjà dit que le nouvel ordre mondial était satanique, je veux dire, qui lui aussi a été la bête noire des mondialistes pendant longtemps, les deux se sont serrés la main. Il y a eu les mondialistes, l'État profond, qui a tout fait pour empêcher cette rencontre Trump-Poutine, qui criait à la trahison quand elle a eu lieu, qui ont essayé de faire passer Trump pour un agent russe afin de les éloigner, les deux, qui ne se rencontrent jamais. Pourquoi Poutine, qui est l'allié objectif de Trump, dans les affaires internationales, ils ont coopéré ensemble en Syrie afin de défaire l'État islamique. Pourquoi Poutine torpillerait son allié? C'est incompréhensible, à moins encore une fois, qu'on opère sur le niveau de « You're watching a movie » et que Poutine aide Donald Trump justement en piratant et en laissant ses empreintes digitales russes. Ça permet à Trump d'invoquer la sécurité nationale. Imaginez s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été plus compliqué pour Trump. Même chose avec la Chine, qui prend des parts majoritaires dans les machines de vote Dominion 4 semaines avant l'élection. Je veux dire, si tu veux, c'est comme si tu voulais te faire prendre. Ils ont eu une influence directe sur le processus électoral. Ils ont acheté les compagnies, par les compagnies d'investissement, ils ont investi dans les machines de vote américaines. Ils ne sont pas passés par des filiales au Panama avec des compagnies à numéros. Ils n'ont pas pris soin de cacher leurs traces. Ils ont été grossiers pour se faire prendre, et ce qui permet à Trump de faire tout ce qu'il fait présentement. Est-ce que vous me suivez? C'est pas possible qu'il y en ait été autrement si on comprend la logique des relations internationales. Sinon, c'est évidemment un acte de guerre. Ce que la Chine, la Russie et l'Iran ont fait, c'est l'équivalent de Pearl Harbor en 2020. Okay? C'est a day that will live, a day in infamy. Un jour infâme qui va rester dans l'histoire, etc., etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que ça favorise massivement, comme Pearl Harbor qui a permis aux États-Unis d'entrer en guerre, déclarer la guerre au Japon. Là, c'est le même genre d'opération, c'est-à-dire que c'est des attaques sur l'infrastructure stratégique informationnelle américaine qui permettent au président Trump de déclencher l'état d'urgence comme en 41, en décembre 41, quand ils ont déclaré la guerre au Japon. C'est le même genre de truc, sauf que, comme on l'a vu avec Trump, c'est toujours, comment je pourrais dire, il n'y a jamais de risque de dérapage, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, comme avec l'attaque sur le général iranien Soleimani. Ça avait été convenu à l'avance avec l'Iran, j'ai tout expliqué ça, j'ai montré les documents, les preuves, etc. en janvier dernier. Je rappelle que ça fait 1 an qu'on est supposé avoir vécu la troisième guerre mondiale et l'holocauste nucléaire. J'avais dit que ça n'allait pas se passer, ça ne s'est pas passé, parce que Trump, j'avais dit à l'époque, Trump ne prend jamais de risque, n'ouvrirait jamais la boîte de Pandore, de frappe et de contre-frappe, et j'avais tout expliqué ça à l'époque. Et c'est la même chose maintenant. Donc, ce n'est pas le début de la troisième guerre mondiale, il n'y a pas de risque de dérapage, et ça a été convenu, donc ça permet, ce move-là, il n'y a pas d'autre explication, permet au président Trump de déclencher des opérations l'ordre exécutif de 2018 et des opérations de cyberguerre sans précédent. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, c'est ça. Il y a aussi ce truc-là ici avec cette fuite qui a été révélée par un journal australien,
Donc, une fuite d'informations qui montre, qui donne la liste de 2 millions de membres du Parti communiste chinois et dont des dizaines, voire des centaines de milliers étaient infiltrés dans les institutions occidentales, partout dans le monde occidental, dans des compagnies au sein de partis politiques, etc. Ici, Daily Mail, leak file expose mass infiltration of UK firms by Chinese Communist Party, including AstraZeneca, Rolls-Royce, etc., Jaguar, Land Rover. Donc, les Chinois qui étaient partout, c'est de l'espionnage industriel massif, mais pas que de l'espionnage industriel. Ici, Washington Examiner, Chinese Communist Party data leak reveals thousands of members infiltrated US companies and universities. Donc, ils infiltrent les compagnies et les universités pour, évidemment, voler des secrets d'État, des secrets de la technologie, etc. On nous dit ici dans l'article du Business Insiders, an explosive data leak, around 2 million Chinese Communist Party members who got secret embedded in some. Donc, 2 millions de membres du Parti communiste qui ont été implantés, embedded, qui ont été insérés dans les plus grosses compagnies, les banques, les médias, les universités, les agences gouvernementales, a été révélé. Donc ça ajoute à l'état d'urgence, vous comprenez? C'est-à-dire que la sécurité américaine, en ce qui concerne les États-Unis, la sécurité américaine a été massivement compromise par la Chine, pas seulement à travers des opérations de cyberguerre, comme on vient de le constater, pas seulement à cause du vol électoral, mais parce qu'ils compromettent les gouverneurs et qui contrôlent les universités et les compagnies. Ils infiltrent les universités et les compagnies. Voilà. Alors, ça a été... donc, this is believed to be the first data leak of its kind in the world. C'est la première fois qu'on a ce genre de coulage d'informations dans le monde, a dit un journaliste australien. Et Sky News, le journaliste australien et Sky News host Sherry Markson. Je vous montre la vidéo de ça. Il y a une vidéo de Sky News, justement, qui en parle. Est-ce que je l'ai ici? Sky News, Chinese Spy. Breaking news that will be front page of The Australian tomorrow and big news in the UK as well. Amid rising tensions in the Australia-China relationship, there has now been a major leak of official records from the Chinese Communist Party. It is believed to be the first leak of its kind in the world. A register with the details of nearly 2 million Communist Party members. It includes their name, party position, birth date, national ID number, ethnicity, and in some cases, even their phone number. What's amazing about this database is not just that it exposes people who are members of the Communist Party and who are now living and working all over the world, from Australia to the US to the UK, but it's amazing because it lifts the lid on how the party operates under President and Chairman Xi Jinping. But this leak shows that party branches are embedded in some of the world's biggest companies and even inside government agencies. Even inside government agencies. Voilà, donc ça arrive encore une fois en même temps que ces opérations de cyberguerre. Ça m'a fait penser immédiatement à cette liste d'agents américains qui avait été coulée à l'Iran. Vous vous rappelez, j'en avais parlé encore une fois l'année dernière ici. Iran says it arrested 17 CIA spies, sentence some to death. Donc, Iran claims to have arrested 17 CIA spies. L'Iran qui avait arrêté l'année dernière 17 espions américains, alors qu'il y avait des tensions, alors que j'avais expliqué qu'il y avait des négociations en coulisses entre les États-Unis et l'Iran pour faire baisser les tensions au Moyen-Orient, pour permettre la paix. Et c'est ce qu'on voit présentement. Hein. Il y a la paix, il y a le Bahreïn et les Émirats arabes unis qui ont normalisé leurs relations avec Israël, le Maroc aussi. Et donc, j'avais dit que le fait de retirer le général Soleimani allait paver la voie à la normalisation des relations avec Israël et une détente dans la région. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, je pense que j'avais expliqué à l'époque que je pensais que cette liste d'agents de la CIA avait été donnée à l'Iran en gage de bonne volonté de la part du président américain. Il y avait le chiffre 17 aussi qui était un beau clin d'œil. Je rappelle que Donald Trump a tout fait pour éviter la guerre avec l'Iran. L'État profond lui a donné énormément de casus belli, de causes d'entrée en guerre. Il y a eu ce pétrolier japonais qui a été attaqué en même temps que le premier ministre japonais était en train de parler à Rouhani, en Iran. C'était en 2018 ou en 2019.
Il y a eu ce drone américain qui a été abattu au-dessus du golfe Persique. Et là, Trump qui avait envoyé l'aviation puis qui, pour un bombardement, c'est là où est-ce qu'on avait vu la vidéo de Nancy Pelosi et de Chuck Schumer danser parce que finalement, ils allaient entrer en guerre et Trump allait s'y prendre finalement, s'embourber dans un conflit sans fin avec l'Iran, avec des morts américains, un conflit mondial, etc. Ils étaient contents. Trump avait retiré les bombardiers 10 minutes avant avec un téléphone, là, 10 minutes avant la frappe, il avait appelé, il avait annulé la frappe. Il avait joué l'État profond. Même chose avec la raffinerie saoudienne qui avait supposément été attaquée par des drones iraniens. Les Houthis avaient pris le blâme pour sauver l'Iran, permettre à l'Iran de sauver la face. J'avais expliqué tout ça. Donc, two major Saudi all installation hit by drone strike. Et donc, ça a tout été des tentatives de l'État profond afin de faire entrer les États-Unis en guerre contre l'Iran. Trump a résisté et Trump a fort probablement donné la liste des agents américains à l'Iran en gage de bonne volonté et d'ouvrir les discussions, etc. Normalement, moi, si j'étais l'Iran puis je me méfiais des États-Unis, c'est ça que je ferais. Je dirais, donnez-nous un gage de bonne volonté, donnez-nous la liste, par exemple, de vos agents. Si vous voulez réellement détendre l'atmosphère, là, ben, arrêtez de nous espionner, de nous infiltrer, donnez-nous la liste de vos agents et on va vous croire. Et c'est ça, en termes de relations internationales, de diplomatie, c'est le genre de choses qui se fait. Voilà. Et donc, ce data leaks de la Chine me semble aller exactement dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire qu'on assiste, selon moi, à un apaisement, à une détente de la guerre d'espionnage internationale. Dans le monde post-mondialiste, le monde tripolaire, un monde apaisé, le monde que Trump veut, il ramène les troupes de partout. Et donc, il y a un apaisement aussi de la guerre d'espionnage. Les Chinois vont arrêter d'infiltrer puis d'espionner partout parce que c'était évidemment un point d'achoppement avec Trump. L'espionnage industriel chinois, la corruption, etc. C'est sûr que si on veut une normalisation des relations, les Chinois doivent arrêter de faire tout ce qu'ils font. Et donc, cette liste-là est probablement un gage qui va dans ce sens-là, dans le sens d'un apaisement et d'un retrait de l'infiltration chinoise en Occident. Je pense, moi, que c'est la Chine elle-même qui a coulé cette liste-là, comme je pense que c'est les États-Unis qui ont coulé la liste des 17 agents de la CIA en Iran, etc. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Il y a aussi cette nouvelle, ces changements au sein du département de la justice américaine. William Barr, on a montré la porte à William Barr. Trump qui se plaignait de William Barr, qui disait que Barr n'avait finalement rien fait, qu'il avait gardé les preuves du laptop de Hunter Biden, comme avec Jeff Sessions. Donc, mais moi, je dis encore une fois, comme avec, comme avec Haspel, comme avec Robert Mueller, je dis merci William Barr. Si William Barr avait travaillé contre Donald Trump, on l'aurait su. Ça n'a jamais été le cas. Donc, comme avec Jeff Sessions avant lui, le président s'est plaint de William Barr. Et donc, vous savez ce que ça veut dire. Parce que William Barr a fait des choses énormes et il était attaqué par l'ensemble du Marais. Tout le monde, on essayait de lui faire perdre sa licence de droit. On disait qu'il s'était accoquiné avec le président. Est-ce que j'ai l'image ici? Non. En tout cas, on disait qu'il n'était pas objectif parce qu'on se doutait que l'État profond se doutait que c'est Barr qui allait qui allait frapper avec le marteau, qui allait faire les arrestations. Or, c'est pas le cas. Mais Barr a fait un ensemble de choses absolument incroyables. C'est lui qui a mis un terme complet à toute cette histoire de collusion avec la Russie. Avec le témoignage, le rapport de Robert Mueller, le témoignage devant le Congrès de Robert Mueller, toute l'opération où est-ce qu'on a mis à mort ce narratif de la collusion avec la Russie, c'est William Barr. OK, alors William Barr a détruit complètement toute cette histoire de collusion avec la Russie. C'est lui qui a officiellement, en tout cas, mis sur pied l'enquête Durham sur les origines de cette histoire de collusion avec la Russie, l'opération Crossfire et tout le Obamagate, tu sais, qui remonte jusqu'en haut, etc. Donc, Barr, des fois, fait des déclarations. Il dit, non, je pense pas que Obama soit coupable de quelque chose, mais ça, c'est ce qu'on appelle du Washington Talk. Hein? C'est comme tu dis ça, puis après ça, tu dis, ouais, ben là, il y a des informations différentes qui montrent qu'il y a effectivement eu quelque chose et qu'Obama est coupable. C'est-à-dire que tu peux dire quelque chose, puis après ça, John Durham remet son rapport ou te donne l'information, puis là, j'ai de l'information différente, et donc, je change d'avis. Vous comprenez? Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre.
Donc, il a mis sur pied officiellement l'enquête Durham sur le Obamagate, la trahison de l'administration Obama. Quand Trump dit « Nous, we caught them red-handed, hein, we caught them cold », on les a attrapés en espionnage, trahison, sédition, etc. Ben, celui qui enquête sur la trahison, la sédition, etc., c'est John Durham. Il a démantelé la secte NXIVM. Ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière. La secte, c'était au début de cette année, je ne me rappelle plus, je mélange les dates. La secte NXIVM qui impliquait, c'était de l'esclavage sexuel et même du trafic de personnes, qui impliquait des actrices, des acteurs, en fait, une partie du milieu hollywoodien, le gratin politique de New York, etc. Et finalement, boum, l'arrestation de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. OK? Alors, c'est énorme ce que Barr a fait. Et là, maintenant, il l'a tassé. Mais juste avant l'élection, Barr a nommé Durham en tant que procureur spécial. Hein? Barr appoint Special Counsel in Russia Probe. Donc, non seulement l'année dernière, il avait augmenté, ou bien c'était au début de cette année, il avait fait passer l'investigation de John Durham au niveau criminel. Au début, c'était juste une probe, une enquête. Après ça, c'est devenu une enquête criminelle. Et là, maintenant, juste avant l'élection, il a transformé Durham en Special Counsel comme Robert Mueller. Donc, il est devenu totalement indépendant ou presque indépendant du ministère de la Justice, du président, etc. Il agit à son propre compte, il a plein de pouvoirs, il a énormément de budget, etc. Donc, il a augmenté la magnitude de l'enquête Durham juste avant l'élection. OK? Voilà. Et donc, je vous montre un clip sur ce que j'appelle le modèle Scaramucci, c'est-à-dire les personnes il y a beaucoup de roulement de personnel au sein de l'administration Trump. C'est-à-dire que les gens arrivent dans l'administration, mettent en place des structures, on les tasse, on fait embarquer une deuxième personne qui augmente un peu la structure, qui continue les préparations, on tasse cette personne-là et finalement, c'est une troisième personne qui arrive pour faire tomber le marteau qui n'a pas été, c'est-à-dire que la personne qui arrive en dernier recours pour appliquer la loi n'est pas celui qui a mis en place les structures. Et donc, il ne peut pas être accusé d'être comme à la fois juge et partie, etc. C'est une façon très, très habile de l'administration Trump de gérer le personnel et de faire en sorte que on ne puisse pas l'accuser de politiser la justice ou de politiser de faire en sorte que des personnes complètement neuves soient en charge de faire appliquer une loi sévère. Je vous montre le clip. Je ne l'ai pas installé, voilà. C'est dans Trumpologie 103. Alors, une autre stratégie intéressante de Donald Trump dans sa lutte contre l'État profond s'appelle le Scaramucci Model, hein, tiré de Anthony Scaramucci, qui a été nommé directeur des communications de la Maison-Blanche à l'été 2017. Il est resté là seulement 2 semaines. Il est arrivé à la Maison-Blanche et il a fait en sorte que dans les 2 semaines où est-ce qu'il est resté là, qu'à la fois Sean Spicer et que Reince Priebus démissionnent. Sean Spicer qui était le porte-parole de la Maison-Blanche lors des conférences de presse et Reince Priebus qui était le chef de cabinet de Donald Trump. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo que ces 2 personnages-là étaient des créatures du marais que Trump avait sciemment gardées au sein de son administration pour rassurer l'État profond. Eh bien, après ça, Trump a amené Anthony Scaramucci pour s'en débarrasser. Et dès qu'Anthony Scaramucci s'est débarrassé de ces 2 personnes-là, Trump s'est débarrassé d'Anthony Scaramucci, de sorte que Anthony Scaramucci ne puisse être blâmé par la suite pour les actions qu'il avait faites. C'est-à-dire qu'il ne continuait pas avec une personne dans son administration avec un passif politique. Trump qui a opéré exactement de la même façon avec d'autres membres de son administration, par exemple Jeff Sessions. Jeff Sessions est celui qui a tout mis en place les structures pour juger et mettre en accusation l'État profond. Il a mis en place les enquêtes sur l'État profond, les enquêtes sur la fondation Clinton, sur les emails d'Hillary, le serveur d'Hillary. C'est lui qui a nommé le coroner Hubert, c'est lui qui a donné les mandats à l'enquêteur Horowitz au sein du département de la justice et du FBI. Et lorsque toutes les structures ont été mises en place, Jeff Sessions a quitté. Son travail était fait. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on opère de cette façon-là? Eh bien, c'est pour faire en sorte que la personne qui met en place les structures n'est pas la même personne que celle qui met en application la loi. Hein, ça fait en sorte que c'est difficilement blâmable. La personne, comme Jeff Sessions, par exemple, il a mis en place je veux dire, les enquêtes sur la fondation Clinton, mais c'est pas lui qui va être en charge de juger les Clinton. Alors, on ne peut pas dire qu'il est à la fois juge et parti. Vous comprenez? Trump compartimente comme ça les différents aspects de sa politique et fait en sorte que les personnes qui mettent en place les structures et les personnes qui appliquent finalement les résultats, mais les mettent en application, ne soient pas les mêmes. Comme ça, ça rend très difficile la critique de l'administration Trump. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc, il a procédé exactement de la même façon avec William Barr. Il fait semblant d'avoir comme avec Jeff Sessions, il fait semblant d'avoir une chicane, Barr qui part. Même chose avec Jeff Sessions, il avait fait semblant pendant 1 an et demi d'avoir une chicane avec Jeff Sessions. Jeff Sessions était parti dans la chicane après les midterms et puis finalement, on aurait pu croire qu'ils étaient en mauvais termes. Et finalement, non. Jeff Sessions qui est retourné en ondes sur les plateaux de télévision, louer Donald Trump, vouloir se représenter pour lui, etc. C'était une chicane, une fausse chicane, comme celle avec Steve Bannon, dont on a beaucoup parlé ici à Radio-Québec. Même chose, c'est le même modèle avec Barr. Si vous comprenez la façon dont Trump opère, c'est toujours les mêmes modèles, les mêmes régularités, tant en relations internationales que dans la gestion du personnel. Et pour comprendre tout ça, le clip, tout ça est expliqué, c'est Trumpologie 103. Vous pouvez la trouver sur la chaîne Odyssée. Soit autant pour le roulement du personnel que pour la doctrine, ce que j'ai appelé la doctrine Trump en relations internationales, la doctrine Trump qui a été appliquée en 2017, 2018, 2019, et la même qui est appliquée maintenant aujourd'hui dans la cyberguerre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit de fond. Les choses sont déjà attachées avant même d'avoir commencé, comme avec la Corée. On nous disait que ça allait être la 3e guerre mondiale. Finalement, c'était tout attaché. Il y avait comme une rencontre avec Kim Jong-un dans la zone démilitarisée, etc. Ça supposait être les plus grands ennemis. Finalement, c'était de très bons amis, etc., etc. Voilà. Alors, en relations internationales, ceux qui sont présentés comme les ennemis de Donald Trump sont souvent, en fait, les amis secrets, des amis qui sont... il y a eu des ententes en coulisses avec ces Voilà. Alors, William Barr qui a été remplacé par Jeffrey Rosen. Jeffrey Rosen, qui, juste avant l'élection, lui, comment je pourrais dire, s'inquiétait de l'influence, notamment chinoise, sur le processus électoral. Ça, ici, c'était en septembre. C'est ce qu'on appelle le acting. Ministre de la Justice, là, celui qui est là en attendant. Et il y a Richard Donoghue qui a été nommé Deputy Justice, je ne me rappelle plus, là, en nom, j'oublie toujours les noms. Donc, le numéro 1 et le numéro 2 de la justice aux États-Unis. Donc, ici, Rosen qui expliquait en septembre 2020 que le département de la justice avait accusé une centaine... Department of Justice charges Chinese nationals with hacking more than 100 companies. Donc, le département de la justice qui accuse des ressortissants, voilà, des ressortissants chinois d'avoir piraté plus d'une centaine de compagnies. Et ici, dans une allocution devant le Centre pour les études internationales et stratégiques, il s'inquiétait aussi de l'influence de la Chine sur le processus électoral, donc influence sur les infrastructures américaines, donc c'est ce qu'on est en train de voir, mais pas seulement, il dit « We are also concerned about another threat known as malign foreign influence. Keyword is influence. Much of that time is disguised propaganda, etc., etc. » Donc, ça, c'était l'année dernière. Il parlait déjà d'influence chinoise sur les infrastructures stratégiques, mais aussi sur la volonté malicieuse d'influencer le processus électoral. Voilà. Alors, c'est lui qui a nommé à la tête du ministère de la Justice américaine. Comprenez? Acting, c'est-à-dire en attendant, jusqu'à temps qu'il soit confirmé ou qu'on en nomme un autre. Voilà. Ça, c'est le numéro 1, quelqu'un qui se spécialise dans exactement ce qu'on est en train de vivre présentement. C'est lui qui remplace William Barr, qui, selon les apparences, ne fichait pas grand-chose, alors qu'il a quand même arrêté Jeffrey Epstein et il a mis un terme à cette histoire de collusion avec la Russie et nommé l'enquêteur Durham. Le numéro 2, c'est Richard Donoghue. Pourquoi Richard Donoghue? Parce que Richard Donoghue, en fait, une de ses caractéristiques les plus intéressantes, c'est d'avoir été un Judge Advocate General, un JAG.
Un Judge Advocate General, c'est un avocat militaire, donc qui s'y connaît dans les procédures, le code de justice militaire. Laissez-moi vous trouver le film que j'ai oublié de vous montrer. Vous connaissez tous cette histoire de Judge Advocate General. C'est ce qu'on voit dans A Few Good Men avec Tom Cruise. Hein, il est dans une poursuite criminelle au sujet d'un meurtre de Marines qui aurait pris place à la prison de Guantanamo. Donc, Tom Cruise, dans ce film-là, joue justement le rôle d'un avocat militaire qui plaide dans le cadre de la justice militaire devant un tribunal militaire. Et ça, c'est une des caractéristiques de Richard Donoghue, spécialiste de la justice militaire, qui a servi dans le 82e bataillon aéroporté, le même bataillon dans lequel a servi Mike Flynn. Donc voilà, et ça vous... encore une fois, je rappelle le clip que j'ai montré la dernière fois de l'échange entre Lindsey Graham et Brett Kavanaugh au sujet de la justice militaire qui pourrait être appliquée à des civils. Si on veut avoir de la justice militaire et des tribunaux militaires appliqués à des civils, ça prend au sein du ministère de la Justice quelqu'un qui s'y connaît. Cette personne-là, c'est Richard Donoghue. Okay? Il y a plein de choses sur Richard Donoghue, mais ça, ce sont les plus intéressantes. Voilà. Alors, comprenez un peu le roulement de personnel. Barr a fait son travail, et là, maintenant, on met en place des personnes qui vont être capables de gérer la situation à laquelle on fait face présentement. Il y a une dernière chose. Oui, c'est ça, je voulais vous montrer un clip. Il y a des gens qui disent « Oh, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Trump attend et tout ça? » Trump a dit dans un clip chez Charlie Rose, qui lui aussi a été retiré des ondes là, pour une histoire d'agression sexuelle, mais a dit à l'antenne de Charlie Rose qu'un jour, il aimerait, pratiquant toujours Sun Tzu, l'art de la guerre, a dit qu'il aimerait un jour essayer ça, le fait de faire semblant de tout perdre pour voir qui dans ses amis lui planterait des coups de couteau dans le dos. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis l'élection. Alors, il dit, là maintenant, tout va bien, et là, quand tout va bien, tout le monde est ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, quand ça a l'air d'aller mal, on va voir qui te plante des coups de couteau dans le dos. Hein? Qui t'attaque quand ça va mal? Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est ce que j'avais tweeté ici. Hein? Donc, la raison pour laquelle, le 14 décembre dernier, la raison pour laquelle le rapport du Director of National Intelligence Ratcliffe est prévu 45 jours après l'élection, donc nécessairement après la certification du vote le 14, est évidemment pour identifier les collabos qui, dans le gouvernement, sont prêts à certifier une élection frauduleuse. Donc, pour voir qui va planter, qui sont ses réels alliés au sein de l'administration, qui trahit, qui ne trahit pas. Quand on leur donne la chance, tu tournes le dos et tu regardes qui te plante un coup de couteau. Je vous montre le clip de Donald Trump qui explique exactement la façon de faire, ce qui est en train de se passer il y a 20 ans. You see, I'm so loyal to people. Maybe I'm loyal to a fault, but I'm so loyal to people that when somebody's slightly disloyal to me, I look upon it as a great act of horror. Alors il dit, moi je suis tellement loyal envers les gens que quelqu'un qui me trompe, quelqu'un qui est déloyal envers moi, je vois ça comme une catastrophe. Different than you were 3 or 4 years ago. Well, I used to say, and in fact, I think I said in my first book that, and maybe this was foolish, but I really meant it, that someday I'd like to maybe lose everything for a period of time to see who's loyal and who's not loyal. Donc, j'ai écrit dans mon premier livre, peut-être que ça serait bien, à un moment donné, d'essayer la chose suivante, c'est-à-dire tout perdre pour voir qui est loyal et qui ne m'est pas loyal. C'est exactement ce qu'on voit dans le processus électoral. Il a fait exactement ce qu'il a dit là. Je repasse le petit extrait. In fact, I think I said in my first book that, and maybe this was foolish, but I really meant it, that someday I'd like to maybe lose everything for a period of time to see who's loyal and who's not loyal. And I found out a lot of things. Did you find out who's loyal and not loyal? I tell you what, and you can't guess it. You can't predict it. You think certain people would be loyal no matter what. Il dit, on peut jamais le savoir avant d'avoir fait cet exercice-là. Tu peux pas savoir qui va être loyal, qui ne sera pas loyal. La seule façon de débusquer les traîtres, c'est quand tu t'exposes toi-même. Quand tu fais semblant de perdre. Et là, tu vas savoir. Les personnes que tu pensais être tes amis vont te planter des coups de couteau dans le dos. Et c'est exactement l'opération qu'on voit maintenant.
turns out that they're not, and you just can't predict it. It's very difficult. And that I would think have I been, would have treated people differently. I think that, you know, some of the people that were most loyal to me are people that I didn't think would be. Some of the people that were least loyal to me are people that you got I it. think I would have treated them differently. I think I would have treated different groups differently. I would have wiped the floor with the guys that weren't loyal, which I will now do, which is great. You know, I love getting even with people, but I will. I Slow will up. wiped. You love getting even. Oh, absolutely. You don't believe in the eye for the eye. You do. No. I know you well enough. I think you do. But anyway, but Tell me, I mean, you're going to get even with some people. Because yeah, I know. If given the opportunity, I will get even with some people that were disloyal to me. Come on, Governor. Even though you didn't endorse me. He's not forgotten. I never forget. Voilà. Alors, il disait à l'époque exactement ce qu'il allait faire. On dit que je suis bloqué sur Viki, pourtant je vois les commentaires. En tout cas, alors, vous savez maintenant comment être agile. Si ça bloque sur une plateforme, vous déménagez sur une autre plateforme. Maintenant, on va terminer avec cette histoire d'arrestation de pédophiles présumés, les réseaux démantelés. On voit une volonté qui n'a jamais été démontrée auparavant par les administrations précédentes de démanteler, en tout cas de s'attaquer à des vaches sacrées, des monstres dans l'industrie du cinéma, de la mode, etc., de ces pédophiles, de ces abuseurs d'enfants, etc. Donc, affaire Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel, mis en garde à vue pour viol depuis mercredi. Affaire Epstein, le Français Jean-Luc Brunel arrêté. Affaire Epstein, le Français Jean-Luc Brunel arrêté, etc. L'agent de mannequin accusé de viol et d'avoir participé au réseau de trafic sexuel de mineurs mis en place par le financier américain Jeffrey Epstein a été interpellé mercredi et placé en garde à vue. Il s'apprêtait à s'envoler pour le Sénégal, à se pousser au Sénégal. Voilà, donc ça, évidemment, c'est encore une fois, c'est dans la foulée des révélations de l'affaire Epstein, puis c'est probablement Ghislaine Maxwell qui parle, qui donne des preuves, ou je ne sais pas. Ici, ça fait écho à ce qu'on a appris un peu plus tôt cette semaine, l'ancien magnat de la mode, Peter Nygaard, c'est un Canadien qui a été arrêté aux États-Unis. Pensez à, encore une fois, Harvey Weinstein, qui a été arrêté, le producteur de films américain. Ça n'arrête plus, ça n'arrête pas de débouler. Et moi, je remercie Donald Trump et son administration pour n'avoir pas eu froid aux yeux et s'en être pris à des vaches sacrées. Il y a des conséquences à ça. Demandez-vous pas pourquoi il y a le même genre de personnages dans les médias. C'est comme ça qu'on tient les gens aussi, hein. Eux, ils en profitent, ces gens-là, mais c'est répandu. Si vous cherchez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, des gens qui en ont été témoins, qui l'ont vécu. C'est répandu dans les hautes sphères du pouvoir. Voilà. Alors, bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on a autre chose? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Merci à tous ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Il y a des gens qui m'ont envoyé des cartes de Noël. On les reçoit. C'est super gentil. Il y a des enfants qui nous envoient aussi des cartes. Je pense que c'est David. J'aurais dû l'avoir ici. On salue William aussi. Alexis Cossette-Rudel, donc casier postal 32017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Radio-Québec.tv s'en vient bientôt. Ça va probablement arriver dans le temps des fêtes. Je vais prendre une pause probablement là, entre Noël et le jour de l'an. On va développer Radio-Québec.tv. Ça va probablement sortir là. Je vous rappelle qu'il y a une manifestation à Montréal au 770 rue Sherbrooke-Est à Montréal à 12h30. On est sur Odyssey, on va être aussi sur d'autres plateformes, mais si ça tombe sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur Parler, etc., etc., etc. Voilà. Alors, questions, commentaires. Ça bouge beaucoup, n'est-ce pas? Sur Rumble, peut-être, ouais. On est en train, on va être sur plein de plateformes, de sorte qu'on pourra pas se faire entièrement bloquer. C'est ça, le secret de tout ça, c'est de multiplier les plateformes. C'est plus de travail, parce qu'à chaque fois qu'on produit une vidéo, il faut aller tout l'uploader sur une, puis après ça sur une autre, gérer les comptes, et regarder les commentaires et tout ça, bloquer les trolls. Là, c'est comme... Plus on multiplie les plateformes, plus c'est du travail.
Mais je pense qu'on est rendu là, on n'a pas le choix avec tout ce qui se passe. Donc, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, je n'ai pas d'autre compte PayPal que celui-là. paypal.me/Alexis Cossette, Interac Alexis à radioquebec.ca avec le mot de passe Alexis. Il y a encore des gens qui mettent d'autres mots de passe que Alexis, des réponses à la question de sécurité. Si c'est pas Alexis, souvent c'est des trucs, ça a l'air simple pour vous, mais pour moi, c'est compliqué des fois de trouver la réponse. Donc, gardez Alexis comme réponse. Voilà. Et un mot sur Assange. Je pense pas que la rumeur a été confirmée encore. Ça serait bien qu'il le pardonne. On sait qu'Assange est censé venir aux États-Unis témoigner sur toute cette histoire. Il va témoigner dans le cadre de l'enquête Durham. Quand John Durham va déposer des accusations contre les hauts échelons de l'administration Obama, Assange fait partie de la preuve. Parce que ce n'est pas les Russes qui ont piraté les serveurs du Parti démocrate. Assange le sait, Assange le dit. OK? Et donc, c'est sûr qu'il va venir témoigner aux États-Unis dans les procès contre notamment possiblement les Clinton, les hauts échelons de l'administration Obama, etc. Sauf que, moi, je pense qu'afin que son témoignage soit libre de tout doute, qu'il n'y ait pas de perception d'un échange, genre je te pardonne si tu dis telle chose, il devrait y avoir un pardon avant le témoignage. Le problème avec un pardon, s'il est libéré, etc., c'est que il va falloir quand même qu'il soit sous haute sécurité parce que, étant donné qu'il vient témoigner contre les hauts échelons de l'administration Obama, l'État profond, etc., il ne survivra pas 2 semaines dans la jungle. Si on le relâche, il va mourir comme plein de personnes qui meurent, comme tous ces sonneurs d'alerte qui meurent. Cette ancienne directrice de Pfizer, je pense, qui s'est retrouvée morte. Elle a dit « Je me suiciderai jamais ». Elle a été retrouvée morte la semaine dernière. Il y a plein de suicides, de personnes qui se suicident comme ça et on ne voudrait pas que Assange se retrouve dans la même situation. Voilà. Merck, est-ce que c'est Merck? OK. Alors, question, commentaire. Danny Turcotte sur Twitter. Je pense qu'il est complètement incrédule. Ces gens-là vivent dans une bulle. Ils lisent les médias, ne savent pas de quoi ils parlent. Il me demandait si j'étais certain que un des animateurs de Tout le monde en parle, version québécoise, me demandait sur Twitter, c'est dans une rare intervention, normalement on ne parle pas au complotisme, mais il a osé m'adresser la parole. Il m'a demandé, comme ça, tu penses que c'est certain que Trump va être réélu va être encore président au mois de janvier? Je dis 100% certain. Et il a dû tomber des nues. Non, je ne me suis pas fait pirater mon Twitter cette semaine, c'était bien moi. Des fois, j'en sors une petite, on se laisse aller. Autre chose? Ah, j'ai oublié de parler de cette histoire de SolarWinds, mais vous comprenez un peu, là. Alors... Comment être informé s'il y a un live, Mirella? Normalement, je l'annonce sur Twitter. Je ne sais pas si l'armée va se saisir du dossier, l'armée canadienne. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'armée canadienne, les services de renseignement canadiens. Là, apparemment, là, je veux dire, sont probablement aussi... donnent l'apparence d'être aussi pire que le FBI sous Obama. Là. Totalement corrompu, politisé. Volonté, comme Peter Strzok, les agents du FBI, engagés dans le plan mondialiste. J'aimerais qu'on me prouve le contraire. Là. J'aimerais voir des actions différentes. Sur VK, ça n'a pas marché. Hein. Des fois, si ça ne marche pas, faites juste fermer votre fenêtre de navigateur puis recommencer à retourner sur le site. Des fois, c'est des trucs comme ça. Autre chose. Beaucoup de personnes posent des questions sur Trudeau, je ne sais pas. OK. Macron avec la COVID, mais ça, c'est rien parce que c'est juste un rhume, c'est pas une grosse nouvelle. Alors, on va se laisser là-dessus. 53 minutes.
La distribution de vaccins pour l'armée par l'armée, est-il le moyen de mettre ses pieds en place pour Trump? C'est possible. C'est possible. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi outre mesure à cette question. On va se laisser là-dessus. Et on va se donner rendez-vous pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec à quelque part cette semaine, peut-être dimanche, ou ça se peut que j'enregistre des trucs cette semaine pour la fin de l'année. Donc, ça se peut que je sois peut-être occupé dans les jours suivants, mais il va y avoir un Web Journal avant Noël, c'est certain. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec la prochaine fois. J'ai vu passer cet après-midi un petit clip sur Twitter qu'on avait produit il y a 2-3 mois, qui était cute, je l'avais retweeté. Et là, je pense que je l'avais déjà mis dans un web journal. Là, je vais le remettre une autre fois sur le web journal parce qu'il est intéressant, parce qu'on vit des moments historiques. Allez, sur cette outro différente, à la prochaine. Papa, pourquoi elle est noire, la télé? Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister au dernier jour de cette organisation transnationale criminelle. Organisée autour du cartel bancaire. Ce sont les institutions financières internationales et leurs réseaux qui imposent les mesures sanitaires aux États et qui font chanter les politiciens du monde entier. La crise du COVID nous aura clairement montré la structure de contrôle mondialiste et l'étendue de son influence sur nos vies. Les jours de cette clique qui a pris le contrôle de nos vies sont comptés. Le peuple se réveille partout dans le monde. C'est pourquoi nous levons, nous aussi aujourd'hui, pour faire honneur aux générations passées qui se sont sacrifiées afin de protéger notre mode de vie. Nous sommes aujourd'hui aussi unis aux générations passées dans ce combat. C'est pourquoi nous sommes et resterons un pour tous et tous pour un.